Bienvenue à l'esprit de Dagas, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre, ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Aujourd'hui vous allez rencontrer un personnage qui m'a beaucoup marqué. Découvert un bon matin vraiment par hasard sur les réseaux. J'étais loin de me douter que je tendrais avec lui ma première peau. C'est au son du tambour et de la magie des vibrations que je l'ai découvert. Mais c'est entre les mondes et à l'espace Midgard qu'il s'est vraiment ouvert. Dans le partage d'âme, chacun porte sa flamme. L'esprit de Dagas, le podcast. Bien le bonjour, chers auditeurs de l'Esprit de Dagas. C'est parti pour un nouvel épisode et puis ça sera pas un petit. Ça fait un moment que je talonne la personne qui est en face de moi, dont je dévoilerai pas le nom tout de suite, pour qu'on fasse cet épisode. Et enfin, j'ai fait de la route pour venir jusqu'ici. J'ai bravé les montagnes vaudoises. Bon, pas celles que vous croyez, les autres, celles du côté de la France. Et puis, voilà. Maintenant, je vais commencer par raconter, comme d'habitude, quand on fait un épisode avec un invité spécial, je vais raconter l'histoire qui m'a amené sur cette personne mystérieuse. Et un matin, je me suis levé, comme d'habitude, pris mon téléphone, débarqué aux toilettes, allé un tour sur Instagram, et tout à coup, je vois Joël Chotens dans un avion. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ben c'est qui ce crâne rasé à côté des... je connais pas. Un de ces barbus tout bizarre. Et puis elle marque, ouais, je pars en Irlande, je crois que c'était qu'elle partait. Puis bon, je me suis dit, bon, sympa, quoi. Puis je me dis, mais je vais quand même voir qui c'est. Et finalement, elle avait tagué la personne qui était dessus. Et puis je suis allé voir le profil, puis j'arrive sur une page qui s'appelle Entre les mondes. Je me dis, tiens, c'est bizarre, mais il y a plein de runes, il y a des trucs, des tambours, ça parle de spiritualité nordique. Je me dis, ça me va bien, tout ça. Mais je connaissais pas du tout le gars derrière ce site, quoi. Bon, voilà, au fur et à mesure des jours, Joël postait des photos. Je trouvais ça super sympa, les sites qu'il visitait et tout. Et puis, tout à coup, je me suis dit, je vais quand même aller faire un petit tour encore une fois sur son site, quoi. Et qu'est-ce que je vois pas? Un sac de tambour. En Valais en plus. Près de Martigny. Un quart d'heure de chez moi. Mais il faut que j'aille tout de suite là-bas. Donc, hop, aller sur le site, je me suis inscrit, booké le sac de tambour. Maintenant, il restait plus qu'à attendre, je pense, 2 à 3 semaines. Là, je m'étais bien pris à l'avance, quoi. Et puis, voilà, la date approchait. C'était un soir de semaine, c'était un jeudi soir, je crois. Et puis, j'observais les nuages, j'ai commencé, est-ce qu'il va pleuvoir? Oui, non, on savait pas trop la météo et tout. Finalement, ça avait quand même lieu. Donc, j'ai pris cette voiture, parti direction Martigny. Et puis, comme par hasard, j'étais tellement excité, j'étais le premier arrivé, quoi. Donc, du coup, j'ai parqué la voiture, parti en direction de là où je supposais qu'on allait faire un feu. Puis, je me suis retrouvé face à un gars qui avait bien une tête de plus que moi, un peu plus large que moi. Et puis, il en imposait pas mal, quoi. Commence à discuter, puis finalement, il m'a dit, ouais, donne-moi un petit coup de main pour trouver du bois. Donc, moi, je suis allé chercher du bois, on a commencé à faire le feu. On a fait le cercle de tambour. C'était super intéressant. Première fois que j'avais cette expérience-là avec autant de monde. Et puis, finalement, une fois que l'on posé après le cercle de tambour pour boire un petit verre et à discuter, j'ai commencé à échanger avec Ludo. Vous vous êtes bien douté. Donc, c'est Ludo Entre les mondes. Et puis, là, on a commencé à échanger. Et puis, je me suis dit, avec mon petit tambour que j'avais acheté à Lausanne, ça me tentait quand même bien cette expérience de faire mon propre tambour, quoi. Mais après, voilà, je voyais que Ludo proposait certaines dates pour faire des tambours. Puis moi, je me suis dit, non. Si je fais un tambour, là, faut que je le fasse moi avec Ludo tout seul. Donc, du coup,
contacter Ludo, trouver une date. Hop, l'année passée, je me suis retrouvé chez Ludo pour faire mon tambour. Bon, auparavant, bien sûr, choix de la peau, et cetera. Sur son site, ça expliquait tous les animaux qui existent euh, sous forme de peau pour faire un tambour. Et puis moi, je ne savais pas trop sur quel animal partir. Vu que mon animal totem était le bœuf musqué, je me suis dit, bon, le bœuf musqué, il est comme assez trapu et tout. J'ai écrit Ludo, t'as pas une peau de yak? Pas de souci, je peux te trouver ça. Yes! Bon, du coup, Ludo avait trouvé ma peau de yak, fixé la date, parti chez lui, fait le tambour. Là aussi, on a passé une journée monumentale, on a tellement discuté qu'on a commencé un peu en retard à faire le tambour. Donc, du coup, on a dû faire la partie tambour, pas la va-vite, parce que c'était comme une expérience hors du commun, de laquelle on parlera sûrement dans un autre podcast. Et puis voilà, le temps se poursuit, dit Ludo, ça ne dirait pas de faire un podcast et tout. Donc, fin d'année passée, je pense quelques semaines avant que je commence l'Esprit d'Agaz, on a commencé à faire un podcast qui s'appelait Entre les mondes. Et puis, on s'est retrouvés 2 fois pour enregistrer les 5 premiers épisodes. Et du coup, Ludo, comme la vie de mon côté, c'était assez rock'n'roll aussi. Vous connaissez un peu l'histoire vu que vous avez peut-être écouté tous les épisodes jusqu'à maintenant. Chez Ludo aussi, c'était pas triste, donc on n'a pas pu trop se voir. Et tout à coup, je voyais que Ludo allait déménager dans l'espace Midgard dans lequel je suis assis maintenant, à Robin-Moitié. Et je peux vous dire, quand je suis arrivé à 5 heures déjà, la devanture, magnifique en pierre, porte de grange, c'est une galerie, ancienne galerie, dedans, c'est splendide. Vous allez voir les photos aussi. Bref, je suis aux anges, je suis assis en face de Ludo. Bonsoir Ludo. Salut Rainy. Maintenant, il peut parler, enfin. Bonjour tout le monde, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci Rainy pour cette invitation sur ton podcast. Sois le bienvenu ici à Romain-Motier, à mon espace Midgard que j'ai ouvert cette année au mois de mai. Ça me fait plaisir de t'accueillir ici. Et voilà. Le plaisir est partagé. Puis comme vous savez, comme ça se passe avec les invités, je raconte un peu l'histoire, comment on s'est rencontrés. Et maintenant, la question fatidique. Ludo, vu que tu fais partie des invités, c'est que tu vis de ton activité. Tu fais quoi? Bon, alors pour vivre de mon activité, je dois faire plein de choses. C'est justement parce que c'est multifactoriel que j'arrive à vivre de mon activité d'une certaine façon. De base, j'ai plutôt coutume de dire que je suis énergéticien. Alors, les gens s'imaginent d'abord que je suis dans le photovoltaïque et dans l'éolien ou comme ça, mais en fait, je travaille avec je fais des interactions avec le monde invisible. Et puis, c'est vrai que j'aime travailler avec l'énergétique, avec le monde invisible, avoir des interactions avec pour l'accompagnement de personnes. Principalement, j'accompagne des personnes qui sont dans des moments de transition de vie, mais face à une incompréhension de quelque chose qui se passe dans leur vie. C'est pour ça que j'ai développé, entre autres, l'augure, où je fais une lecture énergétique des informations qui sont contenues autour de leur corps, si on veut bien, lecture des informations, mais je fais aussi de la géobiologie. Donc, pour accompagner les personnes qui ont des problèmes sur leur lieu de vie, lieu de travail, par exemple, essayer de comprendre, parce que des fois, c'est pas juste physique quand il y a des problématiques. Voilà, j'effectue aussi des soins, des accompagnements holistiques, des activités ésotériques. Là, on avait parlé avant, là, les randonnées cosmotelluriques, par exemple, dans la forêt qui est située au-dessus de la Sahara. Et puis, bien sûr, les tambours qui m'accompagnent, la création de tambours qui m'accompagne au quotidien. Et voilà, j'essaie de faire plein de choses. Et surtout, comme trame de fond, ce que j'apprécie, c'est de connecter les gens, de reconnecter les gens avec eux-mêmes, de connecter avec leurs croyances et puis de reconnecter les gens entre eux aussi. Donc, c'est pas très différent de faire un podcast. Non, mais je veux dire, à ce niveau-là, on se retrouve quand même pas mal, vu que le but du podcast, c'est de partager un peu, comment dire, une spiritualité, si on peut dire ça comme ça, partager. Et puis, voilà, une des phrases du podcast, c'est quand même de retrouver ses racines. Et je crois que c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés les deux, vu que activement pour moi, j'étais en train de rechercher mes racines. Bon, on cherche tout le temps, je pense qu'une vie est là pour chercher aussi. Mais c'est ça qui m'a
qui m'a flashé quand je suis tombé sur ta page parce que mon Jada, il y avait trop d'informations pour moi. Il y avait, il y Oui, avait, beaucoup. enfin, c'est pas une critique du tout, hein. C'est juste que quand on s'attend plutôt en Suisse à avoir peu, et puis tomber sur le site, et puis que ça part dans les balades cosmotelluriques, fabrication de tambours, uniquement là, quand j'ai dû choisir ma peau, tu peux imprimer toutes les pages et tu lis, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je dois prendre? Et puis après, on reçoit la réponse, bah, il faut un peu t'asseoir, pense à l'animal, et puis après, tu te sens attiré. Mais ça me paraissait tellement du style, mais arrête-toi tes conneries, quoi, ça ne va jamais marcher. Et finalement, ben, aussi bête que ça paraisse, ben, c'est en allant voir ma chère Evelyne dans le Jura, où je lui ai expliqué que quelqu'un m'avait dit que mon animal totem était le renard. Ben, faire un tambour en renard, il va pas être très grand. Ça peut tout être des petits tambours. Et ben, du coup, ben, voilà, je suis tombé sur le bœuf musqué. Et puis ben, finalement, ben, même que c'est une chèvre, je me suis dit, ça ressemble pas mal au yak. Et finalement, mon tambour, euh, ben, il fait partie de moi, quoi. Ça aussi, c'est quelque chose que tu m'as dit un jour. Quand tu auras un tambour, tu auras autant de plaisir à le tenir contre toi et à sentir la peau que le taper dessus. Je connais pas beaucoup de batteurs qui dorment avec leur caisse claire, quoi. Enfin, peut-être ça existe, mais voilà. Mais c'est des choses qui m'ont vraiment touché. Et c'est ce que je retiens aussi de ton explication de ce que tu fais, c'est que les gens se reconnectent à eux en apprenant à se connaître, quoi. Parce que c'est aussi un peu le problème de nos jours, que les gens perdent leurs racines, savent plus qui ils sont vraiment, ou croient qu'ils sont d'une certaine manière parce que la société veut qu'ils soient comme ça. Ouais. Merci pour ta réponse. Non, on aura assez de temps de débattre tout ça parce qu'on a un programme extrêmement serré et puis on va pas commencer à philosopher maintenant parce que sinon on va complètement partir hors contexte. Non, mais c'est entièrement juste ce que tu dis. L'histoire, ce que les gens ont parfois peu conscience, c'est que dans ma vie, le tambour, c'est juste une porte d'entrée pour moi. Et, c'est pas ce que je fais de ma vie, c'est la pointe de l'iceberg, en fait, le tambour. C'est ce que je montre le plus sur les réseaux, mais c'est juste une porte d'entrée. Toi, tu as saisi la porte d'entrée du tambour, mais d'autres personnes, c'était les randonnées cosmotelluriques Mm. qui les ont permis de rentrer dans ce monde-là pour se reconnecter aux énergies d'ici. Parce que c'est vrai que depuis 2016, 2016-2017, quand j'ai commencé à observer ce monde-là, moi j'étais directement attiré par les énergies d'ici. Si tu m'as trouvé sur Instagram avec une story avec Joël Choton, c'est parce qu'elle travaille aussi avec les énergies d'ici. Et que du coup, c'est- voilà, pour moi c'est une vraie passion de relier l'histoire et l'énergétique ensemble. Et puis j'habite dans la région de la Sarah et il y a beaucoup d'histoires dans cette région. Il y a beaucoup d'histoires, mais qui est méconnue, avec des menhirs, avec des pierres, avec des mégalithes un peu partout dans la forêt. Et puis du coup, en 2016, ben, je pense qu'on va le développer plus tard, il y a des choses qui sont passées dans ma vie qui m'ont fait aller dans la forêt Mm. et découvrir ces endroits. Et au travers des lectures de Joël, justement, avec elle qui a créé des guides, qui crée toujours des guides sur les hauts lieux énergétiques. Et puis c'est ce qui m'a amené dans la forêt. Et puis, à force d'aller dans la forêt et de découvrir ces pierres, bah, ça m'a permis de découvrir la culture celte, la géobiologie, le druidisme et d'une version plus large, l'ésotérisme nordique, qui vient, c'est un peu un mélange de tout, hein, si on veut être puriste. Mais pour moi, c'est pour ça que depuis le début, à partir du moment où j'ai pris conscience de la, de- ouais, conscience de la présence du monde invisible, ben, j'ai été directement dirigé vers l'ésotérisme européen, si on veut bien, et puis d'essayer de retrouver ces racines d'ici qu'on a perdues, que j'ai vraiment l'impression qu'on a perdues. C'est comme si il n'y a rien qui s'était passé avant le 1er août 1291, quoi. Alors qu'on a une histoire qui est folle en Suisse et qu'on a vraiment pas du tout à avoir honte de nos racines et qu'on a un pays d'histoire riche et avec, même si tu n'aimes pas forcément ce terme-là, mais il y a vraiment des choses ancestrales chez nous
Non, Et du coup, alors, bon, on peut toujours discuter du terme de ancestral, mais on a des vraies racines qui sont pas à faire pâlir les autres pays et qui sont très intéressantes, mais qui sont méconnues, qui demandent beaucoup de travail. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup d'informations sur mon site internet, beaucoup de choses, parce que vraiment, je mets toute mon énergie pour faire connaître ce genre de choses dans la région et de façon un peu plus large sur les réseaux sociaux aussi. Mmh. Bon, avant de poursuivre, il faut quand même qu'on close cette histoire d'ancestral parce que ceux qui, ceux qui découvrent le podcast L'Esprit d'Agaz, c'est simplement pour dire que pour moi, il y a beaucoup de gens dans le spirituel qui utilisent le mot ancestral, entre guillemets, pour appuyer leur pratique, pour avoir une certaine crédibilité. Et moi, je trouve que c'est tellement surfait qu'on a peu de choses écrites, voire quasiment rien. Le peu qui est écrit a été écrit par d'autres personnes religieuses qui étaient souvent des chrétiens, des moines, pour pas les nommer, parlons d'Eda, et puis que beaucoup de choses sont perdues. Par contre, l'histoire qu'on peut découvrir en sortant de chez nous, les menhirs, les pierres, on peut pas dire qu'ils sont pas là. C'est pas quelqu'un qui a pris une grue puis s'est dit tiens, on va dresser quelques pierres, puis comme ça on va leur dire que ça date d'il y a 10 000 ans. Non, c'est des choses qui sont là. Après, c'est clair que interpréter les choses dans ces monuments de l'histoire, en quelque sorte, voilà. Mais mettre une main contre une pierre comme ça, on va tous ressentir quelque chose de différent, mais on ressent souvent quelque chose. Et pour moi, c'était un monde qui était plus ou moins fermé. Mais maintenant que je commence à... Enfin, le voile commence gentiment, pas à se lever, mais je vois de temps en temps à travers, je découvre des choses magnifiques. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je trouve c'est important qu'on se voit autour du micro pour parler de tout ça. Mais parlons un peu du petit Ludo. Non, parce que la question que je trouve toujours importante, c'est que pour qu'une personne aille jusqu'au point à se dire un jour, je sors du schéma de la société habituelle pour essayer, je dis bien essayer parce que il faut savoir que c'est pas simple de vivre de ce qu'on a parlé avant, hein. Eh ben, c'est quoi l'histoire pour arriver à là? Tu te lèves pas un matin, tu te dis, bah, tiens, je vais faire des... Ça sonne bien, des balades cosmotelluriques, là. On va essayer de faire un flyer là-dessus, puis une fois que tu as fait ton flyer, tu vas trouver un chemin. Non, c'est que tu as un vécu. Est-ce que tes parents, sont habituels? Est-ce que tu as été éduqué dans un schéma chrétien? Parlons un peu de ta naissance. C'est vraiment le retour aux origines, par exemple, ma Voilà, naissance. origine. Alors, je m'appelle Ludovic Iso, je suis né le 5 février 1981. Mes premières années, je les ai vécues dans le quartier de Bellevaux, dans la Tour Entrebois à Lausanne. Et puis, ensuite, on a déménagé à Puydou. On a fait un petit passage par Bussigny, où j'ai fait ma première année aux Fontines. Puis après, j'ai fait le reste de ma scolarité à Puydou dans le Lavaux. Donc, j'ai habité tout ça dans une des 3 tours de Puydou, qui est à l'entrée de l'autoroute. Je connais très bien. Voilà. Et puis du coup, j'ai grandi là-bas, dans un milieu où mes parents sont employés. Et puis, on était plus ou moins la seule famille d'origine suisse dans la tour. Donc, il y a, voilà, c'était un niveau de vie qui était moyen, si on veut bien, hein. Mes parents, mon père travaillait comme chauffeur poids lourd et ensuite pour le géant Orange. Puis ma maman, elle travaillait pour l'autre géant Orange. Puis après, elle était gérante dans un magasin de chaussures. Et puis finalement, elle s'occupait du service d'immeuble de où on habitait. Donc voilà, dans une classe sociale médiane. Après, tu parles de mon éducation religieuse. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier parce que je me suis pas rendu compte que j'ai tout un parcours religieux, chrétien, protestant, que les autres n'ont pas forcément. Et du coup, j'ai eu quand même pas mal de lectures de la Bible, tout ça dans ma jeunesse, où j'ai fait l'école du dimanche, le catéchisme, et tout ce qui va avec, hein, avec la confirmation, etc.
Et à cette époque-là, je me rendais pas compte que c'était, une minorité d'enfants qui pratiquaient ça. Je pensais que c'était tout à fait normal. Et puis c'est vrai que ma maman, je l'ai toujours connue avec une croix huguenote autour du cou. Et puis, je me suis rendu compte après avec le temps qu'elle allait à des assemblées, darbistes. Donc le darbisme, c'est une branche, protestante qui est assez, radicale, si on veut bien, quoi radicale? Puriste. Et donc voilà, j'ai vécu un peu dans ce milieu, comme ça où mon père plutôt, non croyant, athée et puis, ma mère qui était très, très croyante et puis, ben, voilà après avec, Donc ils cohabitaient sans force, enfin lui du style: «Fais ce que tu veux le ouais, dimanche», quoi? ouais, OK. ouais, non, il y avait pas de tension par rapport à ça, à la maison, aucun problème. On en parlait, très peu, mais, voilà, c'est maintenant avec le recul que je me suis rendu compte que, j'avais tout un parcours, chrétien, dans ma vie d'enfant et de jeune adolescent que pas tout le monde a. Après, je suis pas en guerre, contre le, christianisme ou, Il y comme a pas de ça. Ça m'a croisade, quoi. ça m'a donné, ça m'a donné des clés de compréhension et tout ça et d'ailleurs, c'est même plutôt bien parce que maintenant avec le recul, bah, ça me permet de pouvoir, étudier et comprendre, des choses, sous un autre angle. Voilà, d'observer un peu entre les lignes, entre les mondes. Voilà et puis, sinon, ben, qu'est-ce qu'il y a mon parcours? Tu veux connaître mon parcours professionnel, ce que j'ai fait? Ben, je pense que la question que j'ai bien posée, c'est que professionnel, c'est déjà après les 16 ans, en quelque sorte. Ouais, Mais dans ton enfance, où je découvre maintenant ton côté éducation quand même, école le dimanche et compagnie, je te rassure, dans mon entourage, j'avais aussi quelqu'un qui était sur le même trip. Heu, Moi, je le voyais en tant qu'enfant contraignant parce que lui, par exemple, il avait pas le droit de jouer, au skater hockey, dans le joueur ouais, au skater hockey le dimanche. ouais. Non, alors Donc moi tous les j'ai matchs j'ai devaient être faits le samedi parce que le dimanche, c'était, ouais. Non, moi, j'avais pas ce genre de contraintes du tout. C'était assez libre, mais c'est juste que c'était, une initiation, une éducation, un Mmh. apprentissage à une spiritualité et OK. du coup, j'avais pas de contraintes, d'interdictions, Donc c'est de pas choses comme ça. sectaire avec des Non, 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 dogmes vraiment très, pas. Non, non. OK. J'étais, assez tranquille de ce côté-là. Il y avait pas de dogme ou de sectaire. Même à la maison, il y avait rien du tout. C'est juste avoir une éducation, en fait, comme certaines personnes vont apprendre un instrument de musique, ben, toi, tu vas lire la Bible. Mmh. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, pour te lancer, est-ce que tu étais bizarre? Tu te sentais différent des autres? Il faut poser des questions comme ça pour te lancer, quoi. Ouais, ouais, alors si tu veux me lancer, bien sûr, mon enfance, ma jeune adolescence, ma scolarité, mon parcours, il était, bien sûr bizarre, Et toi, tu voulais compliqué. commencer par parler de ton boulot, quoi. Ah ouais, Ah, non tu mais as failli tout louper ça. mais il y a tout un parcours. Je peux même te parler, comment est-ce que j'ai découvert la guérison à l'âge de 8 ans aussi. Hem Comment est-ce que j'ai eu mes premières visions, les croyances que j'ai eues et tout ça. Donc moi, C'est pour ça à qu'on est 8-10 là ans, ce ouais, soir. il y a eu plein de choses, hein. C'est que par où Attends, commencer? juste un truc. Ludo est libre de partager ce qu'il veut partager, hein. Je suis pas en train d'essayer de faire essayer de tirer les verres du nez. C'est que si tu veux partager, c'est de ton plein gré. Tu me diras pas: «Ouais, tu as essayé de me forcer Ah au non, non, au je bord de partage l'eau». je partage volontiers. Puis c'est surtout que tu as la primeur des informations parce que c'est vraiment des choses que je dis pas forcément sur les réseaux et même dans mon entourage, je le dis pas forcément. Alors maintenant, je peux plus dire ça parce qu'il y aura ton podcast qui va qui va sortir. Mais, c'est vrai que je me souviens de ma première expérience de guérison, c'était de l'auto-guérison, en fait. Je devais avoir entre 8 et 10 ans. Je pense que j'avais une dizaine d'années. C'était des verrues. J'avais des verrues entre 2 orteils de pied, j'en avais 3. Et puis, il y avait un petit livre qui était dans les toilettes, de chez mes parents et puis, c'était le livre des secrets, je sais pas trop quoi exactement, le petit livre des secrets des toilettes, quelque chose comme ça. Puis ils expliquaient comment faire disparaître des verrues. Alors, ça peut paraître un peu farfelu comme ça, mais, c'est ce que j'ai fait. C'est que vu que j'étais petit, là, toi une dizaine d'années, bah, je crois que j'ai toujours été un peu atypique, hein, depuis tout petit, mais je me rends compte maintenant, à mon âge, qu'il y a plein de choses que mon parcours il était jalonné de pas mal de choses, particulières que je pensais être la norme en fait pour tout le monde et puis, je me souviens, je me suis remémoré ça, aujourd'hui, hem,
en réfléchissant au podcast, de candidater à ma première expérience de guérison. Et puis c'est celle-là que j'ai retenue. Donc 8-10 ans où je lisais ce livre et puis il donnait une combine pour faire disparaître les verrues. Et j'ai essayé et dans les 3 jours, elles ont disparu complètement. Donc j'avais la conscience d'une capacité de faire quelque chose. Je parle bien de capacité et pas de don, Mmh. mais parce que je pense qu'il y a toute une nuance qui est à faire, mais qu'il y avait une capacité de pouvoir interagir avec soi-même. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à développer tout un système de superstitions, en fait. J'appelais ça des superstitions parce que je trouvais ça tout à fait normal. Puis je me disais, ah ben tiens, si je traverse de cette façon-là, eh ben, il y a des bonnes choses qui vont m'arriver dans la journée. Et puis, je commençais à voir des ça c'est un peu cucul après ce que je vais te raconter parce que, mais, c'est vrai que je commençais à voir des présences dans ma chambre et j'en ai parlé plusieurs fois à mes parents, puis c'était: «Non, mais tu trop regardé la télé, c'est le monstre sous le lit» et les choses comme ça et puis du coup, je restais avec ces images, en fait, je voyais, alors j'habitais au 5e étage de ma tour. Et je regardais par la fenêtre et je voyais, des ombres, qui montaient le long de la fenêtre, le long de la tour, comme ça. Mmh. Et puis, je voyais, aussi des fois des gens qui me regardaient dormir. Alors je n'ai jamais trop fait part à mes parents, je peux pas leur en vouloir, hein, c'est que j'ai jamais trop parlé de tout ça. Bah, tu vois très bien comme je suis, même encore maintenant, hein, c'est qu'il faut me lancer sur les sujets, si tu veux que je te raconte un peu, des choses, quoi. Sinon je parle pas trop de moi ou bien je reste en surface. Mmh. Et puis, j'ai eu ça et puis vers l'âge de 14 ans, je me suis rendu compte que quand j'observais les gens, j'avais mais je en quelques secondes, j'avais leur visage qui se transformait et j'appelais ça, voir la part de monstre chez les gens. OK. C'est-à-dire que je fixais les gens et puis ça se bougeait, puis je voyais si les gens, ils étaient, des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Je voyais, si c'était, L'attention. ouais, voilà, c'était vraiment ouais, je voyais si c'était attention tout ça et c'était devenu une façon de me guider un peu dans mes fréquentations. Donc c'est ce qui fait aussi que, dans mon adolescence, j'aurais pu basculer plus d'une fois, dans la délinquance, mais que j'ai pas basculé. Parce que j'ai à chaque fois utilisé, ce système Tu de avais tes red flags, comme on exactement, dit c'était maintenant. OK. c'était mon red Drapeau flag rouge, ouais, ouais. voilà, puis, ben, un enfant, je veux pas trahir de secret, avec une sensibilité un peu à fleur de peau, avec beaucoup d'incompréhension de comment se passait la société et cetera. Heu, assez, renfermé d'une certaine façon dans mon coin, je me mélangeais pas trop, bon ça a pas trop changé non plus. Et puis, après ce que j'ai pu, comme souvenir que j'ai aussi, c'est que, je voyais quand, des gens ils allaient mourir. Ça c'était un petit peu moins chouette. C'est que, j'avais des fois une information qui venait comme ça, mais voilà, ça c'est des choses que je te raconte à toi ou, maintenant aux auditrices et auditeurs, mais que j'ai jamais dit, mais c'est que, voilà, je voyais des choses concrètement que j'avais pas demandé à voir, que je savais pas d'où ça venait et surtout je pensais que tout le monde avait ça, puis je vivais, mon truc comme ça. Et puis, Donc tu avais le sentiment, mais tu en parlais avec personne? exactement. OK. Ouais, c'est bah, Bah, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut recontextualiser, hein. Je suis dans un milieu campagnard avec, dans une tour, où, je connais personne pratiquement. Il y a 82 familles, mais on parlait même pas la même langue pour la grande majorité. Pas beaucoup d'enfants. donc tu aurais pu basculer dans le voodoo aussi? J'aurais pu Je basculer connais les dans je connais un peu les tours, enfin, j'aurais ouais. pu basculer dans énormément de choses. Ouais. Dans énormément de choses, mais le fait que je sois un peu en retrait et puis, un un peu avec beaucoup de timidité aussi quand j'étais petit et puis, un parcours scolaire qui était compliqué, ouais, c'était vraiment pas la meilleure période de ma vie et puis, une scolarité qui était bancale où je cherchais juste à partir de l'école en fait, Ça va te les gouttes. ouais, ouais, serrer les dents et puis à sortir de l'école pour pouvoir vivre. Et puis du coup, voilà, c'était pas évident, c'était pas une période, très fun et puis du coup, ben, j'avais pas grand monde à qui parler de tout ça. Hem, J'avais essayé un petit peu, mais bon non, j'avais même pas essayé, je crois que
Voilà, je crois qu'on n'était pas dans une période où on pouvait parler comme ça librement de la spiritualité, du paganisme, et des choses comme ça dans les années 90. On n'était pas Je trop pense même là-dedans. pas qu'on aurait mis ça là-dedans, hein. Ouais, on n'aurait même pas mis ça là-dedans. Et puis, ben, c'est maintenant qu'on peut en parler ouvertement. Toi, les missions des parents de notre génération et des générations de nos enfants sont des missions qui sont différentes, où on prépare à chaque fois le terrain pour l'autre. Ouais. Et puis, bon, là, on parle de mission de vie, etc. Mais disons que dans les années 90, on parlait pas tellement de ça. Il y avait la religion chrétienne, point barre, en gros. Et il y avait la connaissance des guérisseurs et du secret en Valais ou Fribourg, mais ça Oui, se je limitait un vois. petit peu à Mais ça. je pense la campagne en règle générale. Voilà. Après, il y a les secrets de grand-mère, Ouais. les choses comme ça, mais on n'allait pas autant en profondeur que maintenant, ce qu'on va. Donc, c'est pour ça que j'étais resté un petit peu avec ça. Et puis, mon adolescence, où je serrais les dents pour que ça se passe le plus vite possible. Et puis, j'avais mes interactions avec l'invisible sans savoir que c'était de l'interaction avec le monde invisible, parce que pour moi, c'était de l'ordre de la superstition, puis c'était mes petites croyances à moi, etc. Et bien, en fait, j'ai compris à l'âge de 35 ans que j'avais tout un système de croyances et de spiritualité et de compétences avec le monde invisible quand j'étais petit. Donc, Là, on vient de faire un bond de 20 ans. ouais, même plus. Je t'ai dit, ça a commencé à l'âge de 8 ans, je pense. C'est l'âge de la conscience, hein, 8 ans. Mmh. Et c'est à partir de mon plus lointain souvenir avec l'interaction avec l'invisible, c'était, je pense, c'est l'âge de 8 ans, où il y a vraiment eu quelque chose. Donc, maintenant, on pourrait parler de médiumnité, même si c'est un terme qui est très général et tout ça, et vraiment, déjà, cette interaction avec le monde invisible. Alors, maintenant, ça me permet de faire un lien avec mon activité de maintenant, et mais avec les tambours, avec les tambours, maintenant, voilà, tu me connais beaucoup avec les tambours, mais en fin de compte, ce que je suis vraiment, c'est que c'est de l'interaction avec le monde invisible depuis tout petit. Et Bon, là, on est en train de partir dans une discussion. Enfin, on a déjà. Enfin, les deux, on a déjà beaucoup parlé de ça. Et puis, je pense que c'est aussi la difficulté quand tu as une activité basée sur l'ésotérisme, en quelque sorte, de trouver tes piliers, quoi. oui, et puis, pour moi, le premier pilier, c'était la guérison. C'était la guérison. J'ai des souvenirs que mon grand-père, que j'étais adolescent, je faisais ce qu'on appelle des crises de croissance. J'avais des douleurs articulaires et puis musculaires. Et puis, mon grand-père me posait les mains sur les genoux. Et puis, avec le magnétisme, ça passait un peu comme ça. Et puis, ça se limitait à ça. Mais c'est vrai que la guérison, c'est quelque chose qui m'avait accompagné dans mon adolescence sans forcément en avoir conscience. Mais justement, avec ce système de superstition, de croyance, de temps en temps, un mal de tête, une verrue ou des choses comme ça, moi, je l'ai passé comme ça. Donc, c'était de l'auto-guérison que je faisais beaucoup. Je trouvais ça assez fou. Et c'est vrai que maintenant, sur les réseaux, je parle pas tellement de ma capacité de guérisseur. Il y a juste mon entourage proche qui est Faudra au qu'on en courant. parle. Faudra qu'on en parle parce que là, oui, on va pas ouvrir le podcast maintenant sur les soins à distance, mais je pense qu'on va faire un épisode sur les soins à distance. Parce que si moi j'ai des questions, je peux m'imaginer les gens qui vont y passer semaine prochaine, nanana, soins à distance. Je pense que pour tout un chacun, ça demande un sacré pas pour demander un soin à distance. Oui, Mais oui. faut pas qu'on parle de ça maintenant, parce que sinon... Non, mais c'est pour ça aussi que sur mes profils sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont très éloignées les unes des autres, mais en Mhm. fait, il y a un vrai lien derrière. Ah, mais je pense, Sur, enfin, sur les, j'espérais qu'il y avait un lien. sur les réseaux, je raconte ma vie. Toi, je commence par la guérison, l'accompagnement à la guérison, en fait, Mhm. au travers des soins, mais je parle aussi de la géobiologie qui est venue beaucoup plus tard, qui est venue quand j'avais 30 35 ans, quelque chose comme ça. Les tambours qui sont venus un petit peu plus tard. Enfin, en fait, je parle de toutes les périodes de ma vie que je fais depuis tout petit, mes apprentissages et tout ça. Mais c'est vrai qu'à la base, eh bien, pour catégoriser un petit peu, ben, j'étais d'abord une sorte de... J'ai expérimenté la guérison, l'auto-guérison, et puis après, je voyais dans le monde invisible. Ok, donc là maintenant, on a passé le cap du 8 ans. Tu as voulu faire un saut à l'apprentissage. Est-ce que entre les 8 ans puis l'apprentissage, ça c'est plutôt quand on est à... Enfin, quand on est, c'est un peu quoi dire.
tu as la faculté de voir l'intention des gens, Ouais, après avec ton jugement bon, pas bon. ouais. Tu voyais des entités, Ouais, ce qu'on appelle le passage d'âme maintenant. voilà, et tu avais en toi les capacités d'auto-guérison, enfin, tu découvrais Ouais, par les expériences. ouais. Donc là, on est à 16 ans. Ou- L'apprentissage. Ouais, ça s'est développé un peu comme ça. Je vivais un peu dans ce monde-là, entre la guérison, le passage d'âme et puis la guidance, hein. Donc moi j'appelle ça la guidance, hein, de Mais voir en tant les visages. qu'adolescent, tu étais à une boom, et puis il y avait un slow, puis finalement tu dansais avec une fille, puis tu disais, si tu veux, je peux te guérir. Non, mais Non, pas comment, du tout, non, non, mais je non, veux dire, non, j'en parlais comment pas. se passe la vie d'un adolescent qui a ces choses en lui? Comment tu arrives à. Enfin, tu essaies quand même d'avoir une vie sociale un peu normale. Enfin, tu essayes. Ouais, alors, euh, en- j'étais, ouais, on en a déjà parlé plusieurs fois en dehors des micros, de l'hypersensibilité. Mhm. Je me suis jamais catégorisé comme hypersensible. Tu n'aimes pas ce mot comme mot Ouais, ancestral. ouais, exactement. Pour Voilà. moi, voilà, j'ai tout un discours avec l'hypersensibilité. Je suis quelqu'un de sensible et intuitif. Et puis, j'ai pu, depuis tout petit, choisir quand est-ce que j'étais sensible et puis intuitif ou pas. Donc, j'ai pas eu de problème dans les booms à ressentir les gens et à dire. Et en plus je t'ai parlé d'auto-guérison. Je faisais pas de la guérison pour les autres. Donc, j'expérimentais sur moi. Chose que maintenant, j'avais beaucoup de difficultés à faire. En plus, assez paradoxal, c'est que j'ai beaucoup de peine à faire de l'auto-guérison sur moi. À chaque fois, je dois demander à quelqu'un pour faire une guérison, pour faire un accompagnement. Mais quand j'étais petit, il n'y avait pas de problème. Là, c'est assez fou, hein. Mhm. Les coupures, les choses comme ça, j'arrive à faire calmer. Coupures, brûlures, maux de tête, verrues. Je le faisais comme ça de manière intuitive. Voilà. Mais pour moi, tout le monde avait ses compétences. Il n'y avait vraiment rien du tout d'exceptionnel. Vraiment rien. Donc c'est pour ça que j'ai pu le vivre assez normalement et que je n'ai pas parlé parce que je ne voyais pas l'intérêt de parler de quelque chose que tout le monde avait déjà en lui. Donc, c'est un peu du style. Moi, je prends un exemple complètement con, mais souvent, quand les gens voient passer quelqu'un avec un handicap, ah, mais le pauvre et tout, mais la personne qui est née comme ça, elle a jamais vécu autrement. Donc, pour elle, elle est normale comme elle est. Alors, je ne l'ai Et pas vécu comme un handicap, mais ouais, pour ça, c'est quelque chose qui t'accompagne, mais tu n'en as jamais parlé autour de toi, donc forcément, c'était pas un truc fou, quoi. est-ce que le feu, c'est qu'il peut brûler? Non, mais Oui, voilà. C'est que perspective. voilà, c'est une sorte de perspective et pour moi, ça Chauffe-le, avait brûle. ouais, pour moi, ça avait rien de foufou parce que pour moi, tout le monde avait ça. Ce qui pour moi maintenant, me confirme aussi de ma manière de croire que tout le monde a toutes ses capacités en lui aussi. Donc, Mhm. tu vois, il y a pas d'intérêt de parler de ça, voilà, j'étais tranquille. 14 ans, c'était plutôt la période de la rébellion, où là, j'ai eu un virage dans ma vie qui était assez compliqué de ma scolarité. Et puis, à 14 ans, là, ouais, là, j'aurais pu basculer un peu plus dans la délinquance que ce que j'ai fait. Mais c'est justement là où j'ai la guidance qui est arrivée avec la possibilité de pouvoir voir les intentions des personnes, ce qui m'a accompagné jusqu'à l'âge de 17 ans, en fait, précisément. Parce que 17 ans, parce qu'à 17 ans, je me souviens d'une expérience qui a été assez désagréable, qui a fait que j'ai tout coupé, en fait. Hem, en fait, une fois chez moi, j'étais assis à côté de quelqu'un et puis quand cette personne s'est retournée, j'ai vraiment vu dans son j'ai vu le diable, en fait. Mm. J'ai sursauté. Il s'est tourné, j'ai regardé, j'ai fixé, j'ai vu le diable, mais avec l'imagerie qu'on peut en avoir, corps nu, carapace, tout ce que tu veux, je l'ai vu et à partir de ce jour-là, j'ai tout coupé et mes capacités, mes choses comme ça, j'ai vraiment eu peur, en fait, mais j'ai coupé malgré moi. C'est que j'ai plus voulu ça m'a bloqué, ça m'a choqué. Puis à 17 ben, donc à 17 ans, il y a tout qui s'est refermé, en fait et puis ça correspond aussi à l'âge où j'ai commencé à rentrer dans la vie active, où j'ai commencé à travailler et puis, du coup, il y avait plus de temps pour ça. Donc je suis revenu, tout à fait, dans la normalité si on veut bien. Dans le sens où j'ai commencé à travailler, mettre au boulot dodo et puis que, j'ai vécu ma vie de jeune adulte en fait, simplement sans trop d'interaction avec le monde invisible et tout ça, à tel point que
Je l'ai totalement oublié jusqu'à l'âge de mes 35 ans, que j'avais toutes ces compétences. Vraiment une amnésie. Et C'est un puis, peu les stimuli extérieurs qui font que tu n'as plus le temps d'écouter ouais, sur l'autre porte, quoi. Ouais, toi, j'avais commencé un apprentissage de peintre en bâtiment que j'ai arrêté, quoi. Bon, ma fin de scolarité, c'était compliqué. Du coup, j'ai commencé un apprentissage de peintre en bâtiment que j'ai arrêté au bout de 4 mois. J'ai commencé ensuite à travailler à la Migros comme, comment c'était? Aide magasinier. Donc, au lieu de faire un apprentissage la voie normale, ben, j'ai commencé comme aide magasinier où j'étais salarié. En étant mineur, j'étais salarié avec un CDD de 3 mois en 3 mois. Et puis, au bout de 9 mois, où le travail se passait bien, ça me plaisait d'être dans la vie active. En fait, c'était vraiment ce que je recherchais depuis mon adolescence et tout ça. C'était dans la vie active, de gagner mon argent, voilà, d'être dans un monde d'adulte. Et puis, après, j'ai pu commencer un apprentissage de vendeur que j'ai transformé après en apprentissage de gestionnaire de vente sur 3 ans. Et là, j'ai vraiment eu un déclic, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans le fait d'avoir un déclic dans la vie professionnelle. Moi, je l'ai eu à ce moment-là que j'ai commencé mon apprentissage de vendeur, gestionnaire de vente. Et puis là, je me suis donné vraiment à fond. Puis c'était le déclencheur de toute ma carrière professionnelle que j'ai eu après. Et vraiment, j'étais à fond pour le boulot. Ça me plaisait ce que je faisais. Et voilà, j'ai commencé à travailler Tu as trouvé un comme ça. sens, quoi. J'ai trouvé un sens, ouais. J'ai vraiment trouvé un sens. La scolarité me convenait plus. Je voyais pas l'utilité, quoi. Je comprenais pas. Et du coup, j'ai vraiment trouvé un sens à ce moment donné-là, à 17 ans. Et du coup, mes croyances, la spiritualité, la guérison, etc., déjà que je n'avais pas forcément conscience, ben là, j'ai tout bloqué, en fait. Voilà. Donc, on est à 17 ans. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Daga jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité, les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cernenos guide les pas, la sagesse du monde bienveillante tend les bras. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge, sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide, l'âme libre sans frein, sur le vent se faufile. Car c'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De la noune aux cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix est claire. Dans l'esprit de Dagaz, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagaz, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.